dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème de ce soir est celui de l'engagement actionnarial et des politiques de vote. Nous avons en plateau, à mes côtés en l'occurrence, Mickaël Herskovic, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'est déjà parlé sur ce thème de l'engagement pour un actionnaire qui est BNP Paribas Asset Management. Un mot quand même parce que c'est toujours le rendez-vous important chaque année, la saison des assemblées générales annuelles d'actionnaires qui se déroule au cours du printemps, début de l'été, quelques semaines, quelques mois après cette saison des AG 2023. Quels sont les bilans que vous en retirez? Encore une fois, du point de vue des votes de l'actionnaire BNP Paribas Asset Management, Mickaël. Oui, merci. Donc c'est vrai que là, à cette période, on peut vraiment dresser un bilan parce qu'on a déjà voté sur 75-80% des assemblées générales qu'on vote dans l'année. On a voté à près de 1500, 1600 assemblées générales sur 2000 sur une année complète. Donc le bilan qu'on voit de nos votes, on s'oppose à plus d'une résolution sur 3. On est à 37% si vous voulez le chiffre exact. Ce qui est beaucoup, sachant qu'on a quand même beaucoup de résolutions qui sont plutôt à caractère ordinaire, sans problème particulier. Les thématiques sur lesquelles on s'oppose, c'est des thématiques assez classiques, c'est les sujets de rémunération des dirigeants. On s'oppose à plus d'une résolution sur 2. Et les questions d'élection du Conseil, où on est à aussi plus d'une résolution sur 3, notamment sur des questions d'indépendance, mais aussi de diversité, où on avait renforcé un peu nos exigences cette année. Des sujets qui sont encore très traditionnels, j'ai envie de dire, Mickaël. Oui, alors on a beaucoup parlé ces dernières années des sujets plutôt environnementaux, sociaux, à travers les assemblées générales. C'est vrai qu'on les voit arriver de manière assez limitée en nombre, en volume, à travers des résolutions d'actionnaires, à travers des résolutions qu'on appelle les Say on Climate, des stratégies climatiques proposées par les sociétés. Ce qui est certain, c'est que le rôle de l'Assemblée générale, d'abord, c'est de l'organe de gouvernance. Bien sûr. C'est un organe souverain. On va élire en tant qu'actionnaire des représentants, le conseil d'administration, pour ensuite prendre les décisions stratégiques, pour nommer les dirigeants. Donc nous, on le voit aussi de toute manière, quel que soit le type de résolution, même si on n'en a pas, on peut prendre en compte quand on va voter sur les élections du Conseil. Bien sûr. Les questions climatiques, les questions de biodiversité. Et la composition d'un conseil reflète aussi les enjeux qu'on trouve dans ces questions climatiques, environnementales au sens large. Exactement. Et exprimer notre désaccord, on l'a fait plus de 1000 fois déjà en début d'année, depuis le début de l'année sur des administrateurs. On s'est opposé à plus de 1000 résolutions. Lorsqu'on est en désaccord sur la stratégie, sur ces questions climatiques notamment et biodiversité. Donc c'est quelque chose qui en fait et de l'ordre de l'Assemblée générale, même si on n'a pas une résolution spécifique à Très clair. Qu'est-ce qu'on fait entre deux saisons d'AG? C'est ça la question du jour, en fait, Mickaël. Quand on est directeur de l'engagement chez BNP Paribas Asset Management, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe entre deux saisons d'Assemblée générale annuelle? Alors, on ne part pas en vacances. On ne part pas que en vacances. Vous êtes là. On part un peu en vacances. Non, on a beaucoup de choses. Ce qu'on essaye surtout de faire, en fait, c'est le meilleur moment pour parler avec les sociétés, pour faire de l'engagement, du dialogue. Pourquoi? Parce que dialoguer, engager à quelques semaines d'une assemblée générale, quand tout est déjà décidé et que le dialogue consiste à parler avec la société pour dire ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire, c'est intéressant, mais c'est déjà très tard. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue actuellement. C'est regarder ce qui s'est passé, anticiper ce qui va se passer en 2024, avoir ces échanges en amont, avant les décisions, avant les publications. Parce que nous, l'objectif, c'est pas de s'opposer pour s'opposer, c'est d'adopter les meilleures pratiques, d'avoir les évolutions nécessaires. Et donc, l'échange qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment avec beaucoup d'administrateurs, de présidents du Conseil, avant que les conseils se réunissent et prennent les décisions, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment d'avoir ces échanges et d'exprimer nos réserves, d'essayer de soumettre certaines idées pour qu'elles puissent être prises en compte et que lorsque les résolutions arrivent, elles soient alignées avec nos attentes et nos politiques. C'est un moment plus productif, il y a plus de temps disponible aussi peut-être chez les managements pour être dans cet engagement, dans ce dialogue. C'est moins frictionnel que quand on est à 2 semaines d'une assemblée générale? C'est sûr que c'est moins frictionnel parce que les décisions ne sont pas encore prises. Donc forcément, on est sur ce... On est ouvert. Clairement, c'est le meilleur moment. On a encore
quelques réticences de la part de certaines sociétés d'avoir ces échanges-là. Il y a encore des sociétés qui sont assez conservatrices, qui souhaitent avoir des échanges lorsque les décisions et lorsque le conseil s'est tenu. Mais c'est en train de changer, ça change année après année. On a de plus en plus d'échanges ouverts avec ces sociétés. Donc en effet, c'est le meilleur moment, on a plus de temps. On n'a pas 1600 assemblées générales à voter sur quelques mois, on en a un peu moins. Et auprès des sociétés aussi, c'est un meilleur moment parce que c'est le moment de réflexion sur les évolutions à venir de gouvernance dans les mois et années à venir. Si on prend un exemple justement de ce dialogue, de cet engagement que vous menez, Mickaël, alors dans la grande thématique de l'environnement, il y a ce que j'appelle un peu la nouvelle frontière qui est la biodiversité. Donc c'est un enjeu très important, très complexe également. Et vous engagez notamment un dialogue auprès de l'industrie pharmaceutique, c'est ça? Alors j'aime bien l'exemple qui paraît très anecdotique, mais vous allez nous expliquer pourquoi ça n'est pas anecdotique. L'engagement que vous avez vis-à-vis de l'industrie de la pharmacie, une partie de cet engagement notamment porte sur le sort d'un petit animal qui s'appelle la limule, tout à fait, dont le sang est utilisé comme matière première, j'imagine, pour de nombreuses applications dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Donc, en fait, la limule, c'est une espèce qui est alors, on va voir une photo il y a une photo de limule qui s'affiche à côté de vous. Et donc, c'est une espèce qui a 450 millions d'années, qui a survécu à beaucoup de crises à la période glaciaire. Et c'est un animal qui a une particularité, comme vous le dites, qui a un sang qui est bleu, qui est extrêmement utile pour le secteur pharmaceutique, qui sauve des vies, parce qu'aujourd'hui, elle permet de tester l'absence de bactéries dans les vaccins, notamment dans les médicaments. Elle est utilisée pour tester l'eau dans le secteur pharma. Donc, une espèce indispensable. Ce qui se passe, c'est que c'est une espèce qui est en danger. On voit sa population décliner de plus en plus. Donc on se retrouve face à un risque, bien sûr un risque de perte de biodiversité, il est évident. Aussi un risque financier pour le secteur. Derrière, qu'est-ce qui se passe si on se retrouve à avoir cette espèce qui disparaît, qui réduit. Donc ça pose énormément de questions sur lesquelles on engage toujours le secteur pharmaceutique, les sociétés directement. On a découvert qu'en fait, il y avait des alternatives. Il y avait des alternatives pour utiliser un produit synthétique qui peut remplacer le sang de limule. On a aussi des techniques qui permettent de réduire l'utilisation de ce sang. Donc, on a approché les entreprises pour essayer de les convaincre d'aller dans ce sens, d'essayer de convaincre aussi le secteur en son ensemble, donc une organisation qui regroupe les 75 plus grosses sociétés du secteur pharmaceutique, qui a pris une position pour expliquer, pour demander aux entreprises de réduire leur dépendance. Donc, on a tout intérêt à aller dans ce sens-là, d'un point de vue, bien sûr, environnemental, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue aussi purement investissement financier, parce qu'on est face à un grand risque. On est face à aussi une matière première qui est extrêmement coûteuse. Ça coûte près de 15 000 € 1 litre de sang de limule. Donc il y a un enjeu et un alignement normalement des planètes. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de vous pour bouger? Qu'est-ce qui fait dans leur rationnel qu'il y a une forme de résistance peut-être à l'idée de remplacer ce sang de limule? Ils ont bien conscience, j'imagine, qu'il y a un risque de disparition ou d'attrition de la population de limule, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un engagement pour que les choses soient mises en discussion sur la table? Alors c'est des questions qui sont complexes, hein. Bien sûr, il faut que les produits, je pense par exemple aux produits synthétiques, il faut qu'ils soient approuvés par les régulateurs. Donc il est approuvé en Europe, il n'est pas encore approuvé totalement aux États-Unis, donc il peut se poser ce type de questions. Donc c'est des questions dont on le sait, elles ne sont pas si simples. C'est pour ça que beaucoup de sociétés sont à l'écoute, essayent de progresser. On sait que le changement, il ne s'opérera pas du jour au lendemain, mais ça nous semblait être important. Et je pense qu'il y a naturellement pour des entreprises, il y a un processus qui est établi, qui marche bien, qui fonctionne bien. Il y a peut-être aussi des fois de la réticence à effectuer un changement face à un risque qui est peut-être pas forcément complètement perceptible. Donc ça prend du temps. Je pense qu'on a fait déjà pas mal d'avancées sur ce sujet-là et on espère pouvoir y arriver. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui, bien sûr. Oui, mais très intéressant. Et quand on aborde un sujet comme celui-là, il vaut mieux attaquer le sujet avec
l'organisation la plus représentative du secteur, des intérêts du secteur, où il vaut mieux aller chercher l'acteur de cette industrie, peut-être le plus pertinent, le plus rayonnant dans son industrie, pour essayer de faire bouger le pivot ou la clé qui fera que l'ensemble du secteur bougera? Il faut un peu les deux, ouais. Clairement les deux, et on a fait les deux sur ce côté-là. On a d'abord utilisé l'outil plutôt d'aller voir les sociétés dans lesquelles on a des expositions importantes. On a vu qu'il y avait peu de réponses à ce stade, donc on est allé dans le stade supérieur qui est celui de l'organisation globale du secteur. On continue avec les sociétés. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'à partir du moment où une va bouger et va faire des avancées importantes sur la question, qu'on puisse aussi s'en servir dans l'échange avec les autres sociétés pour dire, bon, si votre concurrent l'a fait, pourquoi vous ne le faites pas ? Aujourd'hui, on n'est malheureusement pas encore arrivé à ce stade-là. On l'espère y être bientôt et donc convaincre globalement toutes les sociétés du secteur à aller dans une sens de réduction, d'utilisation de l'alternative synthétique notamment. À propos du temps, le temps des transitions, Michael, la tentation visiblement devient de plus en plus forte, alors que ce soit ou des dirigeants d'entreprise ou des patrons de lobby, voire des décideurs politiques. La tentation, et les exemples récents sont multiples un peu partout en Europe, notamment de repousser, j'allais dire, pas d'abandonner ou de capituler face aux objectifs de transition, net zéro 2050, accord de Paris, etc., mais de diluer les horizons ou les objectifs temporels de transition qu'on s'est fixés. Est-ce que vous le ressentez et comment ça se traduit dans le discours et le dialogue que vous avez avec les entreprises? Oui, donc alors c'est une question en effet, là encore, très compliquée, très complexe, mais vous avez raison, dans les dialogues qu'on a notamment sur les questions climatiques et de transition, notamment à travers des engagements collaboratifs avec d'autres investisseurs, à travers une initiative comme Climate Action 100 qui vise les plus gros émetteurs d'émissions, donc près de 170 entreprises, où il y a près de 700 investisseurs qui sont regroupés sur cette initiative. Concrètement, il y a plusieurs demandes. Il y a la demande de prendre des engagements à long terme, net zéro 2050. Je pense qu'il y a eu énormément de progrès à ce sujet. Et après, il y a des questions, comme vous dites, de réduction à court terme. Souvent, quand on parle du court terme, c'est 2025. Bien sûr. Donc 2025, c'est dans 2 ans, c'est extrêmement tôt. C'est aujourd'hui. Et après 2030, à moyen terme. Donc on a vu clairement qu'il y a des entreprises qui tiennent leurs engagements, donc il n'y a pas que des mauvais élèves. Il y a beaucoup d'entreprises, voire même qui sont en avance sur leurs engagements. Il y en a d'autres qui rétropédalent aussi. Je pense que c'est plus facile pour une entreprise de prendre des engagements très long terme, moyen terme. Là, on rentre vraiment dans une phase, d'ailleurs sur le Climate Action, qui est la phase 2, qui est celle déjà d'arriver à des premiers résultats, de voir les trajectoires, et donc des fois des entreprises qui malheureusement ne sont pas alignées avec leur engagement, ou voire même qui rétropédalent et qui réduisent leur engagement. Donc là encore, après sur l'engagement, il y a l'escalade, il y a le vote, il y a des outils qui sont à disposition des investisseurs qu'on utilise, que j'ai expliqué au début, qui nous permettent aussi de sanctionner quand c'est légitime de sanctionner ces entreprises qui ne vont pas assez vite. Merci beaucoup, Michael. Merci de venir parler de votre métier et de la manière dont les grands actionnaires, BNP Paribas Asset Management en l'occurrence, s'engagent avec leur participation et les entreprises dans lesquelles ils sont investis. Michael Herskovic, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.